Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Miquette. Aujourd'hui, on reste en France et on va parler disparition. Il y a des visages qui nous hantent depuis la maternelle. Pas ceux de nos proches ou de nos amis, mais ceux figés sur des affiches vieillies, accrochée au guichet des gares RER. Pour moi, c'est elle. Pull en laine rouge, chaîne fil en or, fond bleu ciel capturé par le photographe d'un groupe scolaire, Estelle Mouzin, 9 ans, disparue le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. À l'époque, j'ai 10 ans et elle devient un réflexe visuel. Je la vois partout. Un regard droit, des dents un peu de traviole, une date et cette angoisse suspendue dans le temps. Chez moi, chacune de mes sœurs avait aussi sa disparue. Pour l'une, c'était Marion Wagon, 10 ans, évaporée le 14 novembre 1996 à Agen, sur le chemin de l'école. Pour l'autre, c'est Aurore Pinson, 14 ans, volatilisée à quelques jours de Noël en 1995. Elle quitte le pavillon de Guérande à vélo, cartable sur le dos. Elle ne reviendra pas. On a grandi avec ces absentes. À chaque décennie, son enfant perdu, une icône de l'inquiétude collective. Dans les années 90, Marion Wagon. Dans les années 2000, Estelle Mouzin. Et dans les années 2010, Maëlys des Arrojo, enlevée lors d'un mariage en 2017 à Pont-de-Beauvoisin. Mais il n'y a pas que les petites filles qui disparaissent. En France, d'après le ministère de l'Intérieur, plus de 40 000 personnes disparaissent chaque année. Plus de 30 000 sont retrouvées. Il reste environ 10 000 disparitions non élucidées, classées inquiétantes chaque année, dont presque un dixième concerne des mineurs. Mais comment expliquer que ces disparus ne soient jamais retrouvés? Pourquoi certains nous hantent? Qui sont ces disparus et ceux qui s'obstinent à les chercher même 30 ans après? Le 9 janvier 2003, Estelle, 9 ans, sort de l'école à Guermantes, en Seine-et-Marne. Elle prend seule le chemin vers le domicile de sa mère. C'est un jeudi ordinaire. Elle ne rentrera jamais. Aucun témoin, aucun appel à l'aide, pas de sac abandonné, rien. J'ai 10 ans, presque son âge, et je suis devant la télé. La photo tourne en boucle sur le JT de France 2. La petite fille aux yeux verts est placardée partout. Dans les bus, les bureaux de poste, les bouteilles de lait, les McDo, les banques, les stations-service. Comme Chevaline ou l'Épanche sur Vologne, Guermantes, petite commune de Seine-et-Marne, restera définitivement noircie par un fait divers. Aucune affaire de ce type n'avait engagé autant de moyens ni suscité une telle mobilisation du public. Des centaines de milliers de photos de la fillette au pull au vert rouge sont diffusées pendant plusieurs mois dans toute la France et plusieurs pays européens. Sa bouille s'étale même au semi-marathon de Paris. Mais il n'y a pas que la sienne, il y a aussi le visage de son père, Éric Mouzin, la cinquantaine, des poches sous les yeux, le regard éteint, les traits rongés par l'inquiétude. Partout lui aussi, dans tous les JT. Et moi, en 2003, je regarde mon papa et je me demande à quel point il serait triste lui aussi. Pendant l'enquête, très vite, une piste s'impose, ou plutôt est écartée, celle de Michel Fourniret. À l'époque, je n'ai jamais entendu son nom. Les médias ne le surnomment pas encore l'ogre des Ardennes. Il n'est pas répertorié comme dangereux dans les bases françaises. En 2003, Michel Fourniret a 61 ans. Petite moustache grise, lunettes fines, silhouette banale. Il vit alors en Belgique, à Sarthe-Custine, dans une maison austère en pierre, au 18 rue de Vent-Simon, avec sa femme, Monique Olivier. Dans le voisinage, il est discret, presque invisible. Il passe pour un type taiseux, maniaque, sans histoire. Enfin, il a été condamné en 1986 pour agression sexuelle sur une mineure, mais il a purgé sa peine et bénéficie d'une liberté conditionnelle. La police ne le sait pas encore, mais il tue. À la chaîne, beaucoup de jeunes femmes, avec la complicité de Monique. En 2001, il s'en est déjà pris à Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans. Mais en 2003, Fourniret dispose d'un alibi dans l'affaire Estelle Mouzin, un appel téléphonique passé depuis la Belgique. Sans suspect, le tunnel judiciaire commence. Il dure 15 ans. L'affaire Estelle Mouzin devient un rendez-vous médiatique. Tous les 9 janvier, les journalistes diffusent la fameuse photo, rappellent la tenue qu'elle portait et son âge figé. Et puis plus rien jusqu'à l'année suivante. En 2009, alertés par un internaute, les enquêteurs découvrent sur un site porno une photographie d'une adolescente dénudée qui ressemble beaucoup trop à Estelle Mouzin. Le regard fixe, un collier ras du cou. Le site est hébergé aux États-Unis, mais créé en Estonie. Ce que les médias rebaptisent la piste estonienne ne donne rien. En 2010, une nouvelle photo remplace celle du petit pull rouge. Une Estelle modifiée par un logiciel. Une Estelle qui a pris 7 ans. Les cheveux plus longs, le visage creusé par l'âge. C'était avant l'IA et les filtres Snapchat. Mais même avec ce nouveau portrait, qui ne remplacera jamais celui du pull rouge dans nos imaginaires, l'affaire n'avance pas. Contrairement à sa fille, le père d'Estelle prend de l'âge, il vieillit, mais il ne lâche rien. Il faudra attendre novembre 2019 pour que tout bascule. Monique Olivier, la compagne de Michel Fourniret, revient sur ses déclarations. L'alibi tombe. Elle l'accuse formellement. Et cette fois, les fouilles reprennent. En 2020, des traces ADN d'Estelle Mouzin sont retrouvées sur un matelas dans une ancienne propriété de Fourniret à Ville-sur-Lume, dans les Ardennes. L'ogre finit par avouer du bout des lèvres. Et la localisation du corps? Rien.
Et puis il meurt en prison le 10 mai 2021. Le 19 décembre 2023, Monique Olivier est condamnée par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa complicité dans 3 enlèvements et meurtres commis par son ex-mari Michel Fourniret. Estelle fait partie des victimes. Sur le compte Facebook de l'association Estelle Mouzin, les publications se font de plus en plus rares depuis la fin du procès de la femme de l'ogre. Mais les théories du complot se multiplient en commentaire. Comme Fourniret, ceux qui nous gouvernent seraient tous des pédocriminels. Au point qu'une des administratrices du groupe poste le 28 janvier 2024. L'histoire d'Estelle, c'est celle d'une piste négligée, d'un tueur dont on connaît les méthodes, le profil, la géographie, mais qu'on écarte pendant 16 ans à cause d'un appel téléphonique. C'est aussi l'histoire d'un père, Éric Mouzin, qui se bat seul contre la poussière des archives et l'inertie des juges. Il écrit, relance, plaide, harcèle jusqu'à obtenir en 2019 le dessaisissement du juge local et la reprise de l'enquête à Paris. Le corps d'Estelle Mouzin n'a jamais été retrouvé, il n'y a pas de tombe, pas de fin. Les mineurs ne représentent qu'une partie des disparitions. 9 septembre 2011. Bienvenue au festival Element dans l'Isère, du fort militaire de Tamier, accroché à la montagne. La musique techno déchire l'air froid. Pendant 48 heures, des fans d'électro et de drum se déhanchent, bouteilles de bière 33 centilitres greffées à la main, pupilles déformées par les amphétamines. Parmi eux, Jean-Christophe Morin, 23 ans. Il ne quittera pas le fort de Tamier. Un témoin l'aurait vu à 2h30 du matin, apeuré, courant dans les bois. La police parle d'un accident, d'une mauvaise chute. Les recherches et battues ne donnent rien. L'année suivante, le 8 septembre 2012, même endroit, même festival, même circonstances. Ahmed Amadou, 45 ans, se volatilise à son tour. Les gendarmes n'établissent aucun lien. Pas de corps, pas de suite. Le 11 avril 2017, c'est Arthur Noyer, caporal de 24 ans, qui disparaît après avoir fait du stop à la sortie d'une boîte de nuit à Chambéry, à 55 km du Fort Tamier. Son crâne sera retrouvé en septembre. Son meurtrier, Nordal Lelandais, ancien militaire, est interpellé quelques mois plus tard. Puis vient le 27 août 2017. La petite Maëlys Desarrojo, 8 ans, est aperçue pour la dernière fois lors d'un mariage à Pont de Beauvoisin, à seulement 30 km de Chambéry. Elle est montée dans la voiture de Nordal Lelandais. Il finira par avouer son meurtre. L'affaire Maëlys a l'effet d'un détonateur. Les familles de disparus en Isère se regroupent, croisent les faits, constatent des similarités. Plusieurs jeunes hommes ont disparu dans un rayon de 10 km entre 2009 et 2017. Ils s'appellent Nicolas, Kevin ou Malik. 11 familles se réunissent à Lyon, hors caméra, pour exiger la réouverture de leur dossier. Et pourtant, aucune alerte nationale, aucune cellule interrégionale n'est mobilisée à l'époque. Il faudra la médiatisation de Lelandais pour que la justice accepte de se pencher sur des affaires autrefois traitées comme de simples fugues ou disparitions volontaires. L'ombre d'un tueur en série plane sur la région. Sur YouTube, les internautes deviennent enquêteurs et dissèquent chacune des vidéos des festivaliers. Sur l'une d'entre elles, timecode 4 minutes 28, un homme en sweat à capuche bleue ressemble à Nordal Lelandais. Internet s'embrase, les enquêteurs s'en mêlent, fausse piste. Les disparitions ne sont pas reliées entre elles. Les gendarmes et commissariats ne communiquent pas. Ils préfèrent se tirer la bourre. Il aura fallu 2 meurtres, une médiatisation massive et des années de silence pour que l'hypothèse d'un tueur en série soit enfin envisagée. Pour comprendre comment les disparitions sont gérées en France, petite parenthèse technique. Chaque année en France, plus de 40 000 disparitions sont signalées aux forces de l'ordre. La majorité sont des fugues de mineurs, ou des départs volontaires de majeurs, ou des malentendus vite éclaircis. Mais environ 10 000 de ces disparitions restent non élucidées. Certaines durent des mois, d'autres des décennies. Quand un mineur disparaît, la procédure est claire. L'alerte est immédiate car l'enfant est considéré comme vulnérable. Vous reconnaissez ce son source d'angoisse ? Un enfant a été enlevé. Le dispositif Alerte Enlèvement se met en place en 2006. Ce message d'alerte solennel sur fond rouge, souvent accompagné d'une photo, est déclenché uniquement sous des conditions très précises. Parmi elles, il s'agit d'un enlèvement avéré, pas d'une simple disparition ou d'une fugue. Deuxièmement, la victime est mineure. Troisièmement, le procureur de la République le décide en lien avec les forces de l'ordre. Pendant 3 heures, à la radio ou à la télé, il est diffusé très régulièrement. Et en 2007, l'alerte est même insérée sur les 33,5 millions de Skyblog. Elle est aujourd'hui diffusée sur les réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'il s'agit d'un adulte,
tout se complique. Disparaître volontairement, c'est pas un délit. Une personne majeure a le droit de partir sans prévenir personne. On a le droit de foutre le camp et c'est tant mieux. C'est aux policiers de juger si l'affaire mérite une enquête. Et ce flou y est aggravé par la suppression en 2013 d'un dispositif administratif pourtant crucial, la recherche dans l'intérêt des familles. Cette mesure permettait de faire inscrire une disparition non inquiétante dans le fichier des personnes recherchées. Et depuis sa suppression, seules les disparitions jugées graves donnent lieu à une inscription. Résultat, des dizaines de dossiers tombent dans l'oubli car ils n'ont pas de qualification officielle. En 2019, il recensait environ 580 000 profils. Un grand fourre-tout qui mélange évadés de prison, mineurs en fugue, étrangers sous OQTF et personnes disparues. Ce système repose sur une double injustice. D'un côté, il sous-estime la gravité de certaines disparitions. De l'autre, il rend le croisement des informations difficile avec des dossiers surchargés de profils, une perte de temps énorme, là où justement, on n'a pas le temps. Après 48 heures, les images de vidéosurveillance doivent être effacées. Les témoins oublient, les indices disparaissent, et pendant ce temps, les familles patientent seules dans un vide administratif où l'espoir est aussi lourd qu'un cercueil vide. Quand la justice s'arrête, les familles, elles, continuent. Certains engagent des détectives privés, d'autres écument les réseaux sociaux, les forums, les pages Facebook locales. Et puis, il y a celles et ceux qui, à force d'attendre des nouvelles, se tournent vers des voies parallèles. Les voyants, les médiums, les astrologues. Parce qu'il faut bien essayer quelque chose, n'importe quoi, plutôt que de ne rien faire. Mais cette vulnérabilité, elle attire aussi les prédateurs, comme ce faux enquêteur qui, dans les années 2000, se fait passer pour le président d'une association d'aide aux familles. Dans les années 2000, les familles devaient verser plusieurs centaines d'euros pour avoir accès aux services censés être gratuits de l'association. Lui promet monts et merveilles, réclame des avances pour ses frais de déplacement, invente des scénarios sordides, prostitution, drogue, secte, le tout pour se payer des vacances à Ibiza. Alors, quand les institutions abandonnent, des familles se tournent vers l'ARPD, l'Association de recherche des personnes disparues. Créée en 2003, elle regroupe 700 bénévoles, des magistrats, policiers à la retraite, gendarmes, avocats, mais aussi des citoyens engagés. L'ARPD tente de combler les vides laissés par l'administration. Et ce travail de fourmi se prolonge en ligne. Sur Facebook, des groupes rassemblent des dizaines de milliers de membres. Enquête affaires sensibles, disparitions et faits divers. Groupe dédié à l'affaire Dupont de Ligonnès, à Delphine Jubilard, à Marion Wagon. On y débat, on y recoupe les infos, on conteste les versions officielles, on alerte. Et parfois même, on enquête. Je peux passer des heures sur ces groupes à faire défiler les portraits d'inconnus disparus et à lire les commentaires. En travaillant sur les disparitions, j'ai appris qu'il y avait un mot pour désigner ce qu'on vit quand on ne sait pas si l'autre est vivant ou mort. Ça s'appelle le deuil blanc. C'est un deuil sans corps, sans cérémonie, sans fin, une attente suspendue, sans point final. Le deuil blanc, c'est une boucle. Chaque matin, on espère un appel. Chaque soir, on redoute de ne jamais savoir. Les proches de personnes disparues vivent avec des hypothèses. Ils refont sans cesse les derniers moments. Ils interrogent les derniers mots échangés. Ils se demandent si cette absence est volontaire, accidentelle, criminelle. Ils vivent dans un présent à deux vitesses. Celui de la vie qui continue et celui de la personne figée dans le temps. Les enfants disparus ne grandissent jamais. Christophe Petitgas vit ce deuil-là depuis décembre 2017. Ta fille, Léa, 20 ans, a disparu un matin d'hiver dans les rues de Nantes, entre son studio minuscule et l'arrêt de bus. Un trajet de quelques dizaines de mètres. Rien n'a été retrouvé, ni elle, ni son téléphone, ni aucun témoin. Une disparition sèche, comme disent les enquêteurs. Depuis, Christophe Petitgas relit en boucle leurs derniers messages. Il rumine leur dernière dispute pour un loyer impayé. Il se demande si c'est à cause de ça. Dans les rues de Nantes, son appel à témoins est devenu familier. Les affiches se sont décolorées. Les chats de Léa, eux, ont été recueillis. Longtemps, les affaires non élucidées étaient dispersées entre les parquets locaux, sans suivi centralisé. Chaque disparition, chaque corps retrouvé sans nom, chaque dossier en suspens dépendait du bon vouloir d'un magistrat ou d'un procureur, souvent débordé. Il faut attendre 2022 pour que la France crée enfin une structure dédiée, le Pôle national Cold Case. Installé à Nanterre, ce parquet spécialisé est chargé de relancer les enquêtes anciennes. Crimes non résolus, disparitions inquiétantes restées sans réponse. Il travaille main dans la main avec l'Office central pour la répression des violences aux personnes, les gendarmeries et les experts scientifiques. Objectif, reprendre les dossiers oubliés à la lumière des nouvelles technologies. Mais ce pôle, il a des limites. Il ne s'auto-saisit pas. Ce sont les parquets locaux qui doivent lui transmettre les dossiers. En 2023, il ne comptait qu'une poignée de magistrats pour des centaines de cas à examiner. Un début timide face à une montagne de silence.
Et même lorsque des corps sont retrouvés, l'identification peut prendre des mois. Certains sont enterrés sous X, d'autres attendent qu'un prélèvement ADN soit comparé, ce qui n'est pas toujours automatique. Ce que dit le deuil blanc, c'est aussi ce que dit l'inaction, une violence silencieuse. Pas celle du crime, mais celle de l'oubli administratif. Chaque génération a ses disparus. Estelle, Marion, Maëlys, Léa. Des prénoms familiers répétés à la radio, imprimés sur des affiches et murmurés dans les repas de famille. Et pourtant, derrière ces noms-là, il y a des milliers d'autres absences qui ne font pas la une. Des visages sans photo, des corps sans nom, des histoires que personne ne racontera. Et tout de suite, on en parle avec nos invités. Bienvenue dans le Club Miquette. On a essayé dans cet épisode de retrouver nos disparus, ces visages qui, au fur et à mesure des années, ne vieillissent pas sur les affiches de signalement. Pour discuter Cold Case, je reçois un exhumateur de Cold Case, justement, et pas n'importe lequel. Raphaël Nedilko, tu as été officier à la brigade criminelle, puis à la PJ de Dijon. Et tu es connu pour ton travail méticuleux sur les Cold Cases. Dans ton livre « L'Obstiné », paru en 2023 aux éditions Studio Fact, tu racontes comment tu as rouvert et résolu plusieurs affaires classées avec un entêtement presque viscéral. Alors, dans le Club Miquette, on est un peu fan, même si le terme n'est pas dingue, d'affaires criminelles. Comme je racontais dans le récit, chaque génération a sa disparue. Quelle affaire de disparue t'a le plus marqué quand tu étais plus jeune, toi ? Pour commencer, j'évoquerai spontanément l'affaire du petit Grégory Villemain, puisqu'il a disparu au milieu des années 80, en 1984. Donc moi, j'avais 12 ans à l'époque. Et puis un petit peu plus tard, au tout début de mon enquête menée au Quai des Orfèvres, ça a été l'affaire Cécile Bloch. Voilà, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Cécile Bloch ? Oui, alors la petite Cécile qui avait été retrouvée malheureusement tuée, roulée dans une moquette dans un caniveau et qui faisait suite à plusieurs autres morts suspectes qui étaient attribuées à un seul et même individu qui a été décrit par certains témoins comme ayant sur le visage des traces de peau, de malformation de peau. Il a été surnommé le grêlé. Et enfin, il a été identifié, donc François Vérovre, qui est toujours protégé par la présomption, mais qui dernièrement a mis fin à ses jours après son identification ADN. Pourquoi tu as choisi la police et c'est quoi ton parcours, ton CV de policier ? Alors, est-ce que j'ai choisi la police ou est-ce que c'est la police qui m'a choisi ? Alors, c'est un sujet à mon âge, à presque 53 ans, c'est une question qui tourne de façon rhétorique dans ma tête. Alors, moi, j'ai été passionné par l'ambiance policière, par l'esprit de corps, par l'action, par les constatations. Et puis, j'avais 3 matières de prédilection dans le milieu scolaire. C'était le français avec ma sœur, qui m'a appris à lire et à écrire, qui est professeur de lettres aujourd'hui. J'avais le domaine juridique et j'avais le domaine scientifique, puisque avant de rentrer dans la police, j'ai étudié les sciences de la structure de la matière, donc rien à voir, à l'université de Dijon. Et pour moi, le domaine qui permettait de se faire entrecroiser ces 3 voies d'accès à la connaissance, c'était la police. Voilà, puisque constater, on décrit avec des termes français bien choisis, et puis on met en place des protocoles scientifiques pour pouvoir trouver des éléments de preuve, et enfin on le fait en fonction des lois, bien évidemment. Donc là, j'avais les 3 domaines. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce milieu-là, même si, et j'en parle dans mon livre pendant un moment, j'ai envisagé de démissionner pour rentrer au séminaire, pour devenir prêtre. Ah ouais ? Oui, effectivement, oui. C'est un autre esprit de corps, quoi. C'est un autre esprit de corps, et c'est justement parce que je pensais ne pas pouvoir vivre ce sentiment d'appartenance dans l'Église. J'ai espéré pendant longtemps le vivre dans la police. Après, c'est une autre histoire. Il y a eu ses déceptions aussi. Tu commences à Paris, dans le 19e arrondissement, c'est ça ? Exactement ça, oui. J'ai commencé à l'époque où le Central 19 était dans les locaux de la mairie de Paris, en face des buttes Chaumont, voilà, rue André Dubois. Donc, il y avait l'accès derrière la mairie. Puis après, ils ont déménagé à Éric Satie. Mais je n'ai pas connu ce commissariat tout neuf à l'époque. J'avais déjà quitté la sécurité publique pour intégrer les brigades d'information de voie publique. Je couvrais les manifestations avec mon appareil photo. D'accord. Voilà. Et puis, quelques années plus tard, j'ai réussi à faire un stage d'observation en matière criminelle au Quai des Orfèvres, à la brigade criminelle, grâce à 2 personnes qui ont vraiment été déterminantes pour ma carrière. Déjà, le chef de service, Frédéric Pechnard, qui a terminé sa carrière dans la police comme directeur général de la police nationale, qui est une personne que j'admire beaucoup et avec laquelle je suis toujours en contact aujourd'hui. Et celui qui deviendra mon chef de groupe et dont je parle dans le livre, Francis Béchet, qui a notamment obtenu les aveux de Guy Georges sur le meurtre de Pascal Escarfaille.
Donc un sacré modèle quand même. Oui. Et puis un homme d'une très très grande humanité auquel je suis toujours attaché encore aujourd'hui. Oui. C'est quoi la spécificité de la crime ? Comment vous bossez différemment ? C'est quoi vos spécificités ? Oui, c'est vrai que c'est une réputation. La brigade criminelle, la fameuse crime du 36 quai des Orfèvres, avait, à l'époque, elle l'a toujours, mais si vous voulez, moi quand je l'ai connue, dans les années, à la fin des années 90, elle avait comme spécialité les homicides, les viols, les enlèvements, donc pour le groupe, la section qu'on appelle droit commun. Et il y avait une section spéciale, la section antiterroriste, qui s'occupait, comme son nom l'indique, de tout ce qui était terrorisme. Au niveau de la zone géographique, on est saisi de faits qui se sont produits à Paris, en Petite Couronne, et je le précise, tel était le cas lorsque j'y étais, de meurtres commis sur des Français à l'étranger. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Amérique du Sud de 2004 à 2006 à enquêter sur la disparition d'un jeune Français qui s'appelait Marc Beltra. Ok. Voilà. Et en 2006, tu travailles sur une affaire qui va profondément te marquer, c'est l'affaire Ilan Halimi. Donc, ce jeune homme juif enlevé, torturé et tué par le gang des barbares. C'est une affaire difficile qui a bouleversé aussi le pays. Et tu choisis de quitter la PJ parisienne après ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, l'affaire du gang des barbares dirigé par Youssouf Fofana et ses lieutenants a fortement défrayé la chronique. Toutes les brigades centrales ont été prises d'assaut. On a été investi à 200% sur cette triste affaire et chacun avait sa part de travail à accomplir, soit pour rechercher les lieutenants, soit pour enquêter sur les faits proprement dit, parce qu'il y avait un groupe qui était saisi en qualité de direction d'enquête. Je sais que mon groupe, nous, au début, on a été saisis pour assurer la protection rapprochée du père d'Ilan à son domicile, dont j'ai passé des dimanches avec son papa. Et malheureusement, confronté souvent de sa part à des questions, mais est-ce que vous pensez qu'on va réussir à libérer mon fils ? Est-ce que mon fils va s'en sortir ? Est-ce qu'il va survivre ? Et là, c'était très très dur de répondre à ces questions-là, puisqu'on n'en sait rien. Et puis par la suite, lorsque le corps d'Ilan a été découvert et la plupart des gens identifiés, on a été chargé plus exactement de rechercher le surnommé Craps, ou Jean-Christophe Tsoumbou, qui était l'un des lieutenants, l'un des geôliers de Youssouf Fofana. Mais ça a été pour moi justement une source d'épuisement et de désillusion. Ça a été une rupture. Ça a été une rupture puisque on a eu tous un sentiment d'effondrement de notre sentiment d'appartenance parce que justement il y avait une telle pression médiatique et une telle pression politique qu'on a senti à certains moments que les instances dirigeantes ne faisaient pas confiance aux enquêteurs de terrain. Et on l'a très très mal vécu, on a eu le cœur brisé. Et ça a été pour moi une période fatidique où j'ai décidé, en rentrant à la maison, de faire prévaloir mes droits à la mutation de province. Et donc tu arrives à Dijon et tu découvres cette affaire qu'on appelle les disparus de l'A6, une des affaires non élucidées qui hantent la région. Tu vas rouvrir deux affaires, celle de Christelle Mailleri, 16 ans, tuée en 1986 au Creusot, et celle de Christelle Blétry, 20 ans, retrouvée poignardée plus de 100 fois en 96. Et dans ton livre, tu écris « Par où commencer ? Dans l'enquête Mailleri, tout n'a pas été mal fait, loin de là. En revanche, l'enquête sur l'entourage amical, la bande si importante quand on a 16 ans, me semble parcellaire. Bien sûr, plusieurs amis ont été auditionnés, voire placés en garde à vue. Mais puisque quelque chose a été manqué et que je ne sais pas quoi, il convient de tout reprendre à zéro et de chercher de ce côté-là. J'ai besoin de fixer le microcosme où évoluait Christelle. » Ça veut dire quoi ? Comment on se lance ? Comment tu rouvres ce dossier-là ? Alors, pour répondre très précisément à ta question, ce n'est pas moi qui décide de rouvrir le dossier. Quand j'arrive, les enquêtes sont en cours. C'est-à-dire qu'il y a des commissions rogatoires qui ont été ouvertes avant mon arrivée, donc à la demande insistante de la famille des deux Christelle, qui se sont rassemblés en association, l'association Christelle qui a vu le jour au lendemain de la mort de Christelle Blétry, donc début 1997, puisque Christelle Blétry est assassinée de 123 coups de couteau le 28 décembre 1996 à Blanzy, en Saône-et-Loire. Et donc... ce point de cristallisation, en fin de compte, c'est le problème qui est récurrent dans la police et dans la justice, notamment là-bas. Ce sont des meurtres qui, lorsqu'ils ne sont pas résolus, au bout d'un moment, tombent dans l'oubli judiciaire.
Et c'est ça, en fin de compte, prennent la poussière, quoi. Exactement, c'est le cœur de mon combat. Et accessoirement, un meurtre qui n'est pas résolu, c'est pas seulement une famille qui est dans la peine et confrontée à un sentiment d'abandon, c'est aussi accessoirement, et convenons-en, un meurtrier qui est dans la nature, galvanisé par un sentiment d'impunité, qui peut tout à fait repasser à l'acte. Donc c'est important pour moi, et il faut le souligner, qu'on se sente toutes et tous concernés par le non-enfermement de ces personnes. Donc lorsque j'arrive, ça fait déjà depuis le début des années 2000 qu'un avocat formidable qui s'appelle Didier Seban, qui était aidé à l'époque par une juriste. Qui est un peu l'avocat des cold cases. C'est l'avocat des oubliés, exactement, qui a un très gros cabinet sur Paris, et ils sont extrêmement efficaces, qui était secondé à l'époque par une juriste. Elle était juriste, elle n'était pas encore avocate à l'époque, c'est Corinne Herman, qui s'était fait connaître grâce à un travail de fourmi qu'elle avait fait sur les disparus de Lyon avec Émile Louis, le chauffeur de bus, qui s'était attaqué à des jeunes filles handicapées. Et donc, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils bataillaient pour ouvrir ces dossiers-là, qui sont d'abord, pendant un moment, c'est comme ça que la loi le prévoit, avait été rouverte un peu comme une phase d'observation en enquête préliminaire, donc sous la direction du parquet, du procureur de la République. Et puis après, lorsque suffisamment d'éléments ont été découverts et ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire, un juge d'instruction a été saisi, donc en l'espèce quelqu'un qui est devenu un ami formidable qui s'appelle Emmanuel Villon, qui a ouvert 2 commissions rogatoires, l'une pour l'affaire Maillery et l'autre pour l'affaire Blétry. Donc lorsque j'arrive à Dijon, ces affaires sont en cours et c'est mené bon an, mal an par les enquêteurs en place, mais avec moi, pas la bonne méthode, et puis pas surtout d'intention de reprendre tout à zéro et voir ce qui manquait. Donc, comme tu le soulignais à juste titre, dans l'affaire Maillery, je trouvais que le microcosme de la Charmille, du nom du quartier où Christelle demeurait et a été assassinée, n'avait pas été suffisamment étudié. Donc, pour moi, il y avait des trous dans la raquette. Donc, c'était important de tout reprendre à zéro. Un œil neuf, en fait, c'est ce que tu dis quand des flics travaillent trop longtemps sur la même affaire. C'est ça. Il faut un regard nouveau. Oui, et j'ai rien inventé. Moi, les anciens, au premier rang desquels figurait mon ami Francis Béchet, mon ancien chef de groupe, m'avait appris cette théorie de l'œil neuf, comme quoi, quand on arrive dans un nouveau groupe, les anciens confient les dossiers sur lesquels ils n'avancent plus pour que cet œil neuf puisse voir ce que les autres ne sont plus en capacité de voir. Alors, il y a eu une condamnation dans l'affaire Maillery. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as remonté cette piste, comment tu es arrivé à la fin de l'enquête, en fait? Alors, c'est d'une très, très grande complexité. En fin de compte, dans l'environnement de ce quartier, un petit peu comme une nébuleuse qui n'a cessé d'être présente autour de ce dossier depuis la commission des faits, on avait un personnage extrêmement trouble, Jean-Pierre Murat, qui, aux dates anniversaires, donc vers la fin de l'année, vers décembre, envoyait beaucoup de lettres anonymes ou passait des coups de fil anonymes, voilà, ou accusait ça et là certaines personnes d'être le meurtrier de la petite Christelle à la Charmille. C'était quelqu'un donc atteint de schizophrénie, qui ne faisait rien de ses journées, qui n'a pratiquement jamais travaillé de sa vie, qui nourrissait une passion pour les armes blanches et qui avait des passages à l'acte extrêmement violents. Et en fin de compte, il se manifeste à un moment où j'ai refermé plein de portes, j'ai tout repris à zéro, j'ai renoué un lien de contact et de confiance réciproque avec la famille de Christelle Maillery. Et alors que je suis un petit peu désespéré, c'est une phase que j'ai décrit beaucoup, notamment dans le documentaire L'enquête de ma vie, mais également dans mon livre, survient un coup de fil anonyme et une lettre anonyme que j'identifie assez rapidement comme étant le fruit des délires de Jean-Pierre Murat. Mais derrière les délires, je creuse énormément et je trouve dans la vie de ce personnage, dans ces dossiers médicaux que le juge m'ordonne de saisir, plein d'évocations de la mort de Christelle, et notamment des évocations de détails qu'il n'était pas censé savoir. Donc je travaille sur ce à quoi il ressemblait physiquement, vestimentairement, ce qu'il faisait, et puis tous les détails, toute sa connaissance justement du lieu de commission du meurtre. Et de fil en aiguille, j'arrive en l'interrogeant à le faire se prendre les pieds dans la moquette et me dire des choses que seule la police ou le meurtrier pouvait connaître. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, j'arrive à aplatir le ballon entre les poteaux. Comment on travaille différemment sur un dossier qui est ancien? Parce que quand on enquête, souvent il y a des témoins qui ont déménagé, qui ont disparu. La mémoire, elle peut jouer des tours. La preuve matérielle, elle devient incertaine. Comment on travaille sur ces dossiers-là qui sont poussiéreux, quoi? Alors, c'est ce qui va vraiment mettre les auditeurs un petit peu
dans l'incompréhension, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'affaire Maïri est un contre-exemple des cold cases, c'est-à-dire que lorsque tu entends parler de cold case dans les médias, là récemment, on entend parler généralement de deux choses, c'est de gendarmerie nationale et d'ADN. Comme si c'était un petit peu les conditions sine qua non de la réouverture d'une enquête et de sa résolution éventuelle. Alors que dans l'affaire Maïri, c'est tout à fait le contraire, les scellés avaient été détruits. D'accord. Donc je n'avais plus rien, j'avais plus le couteau, j'avais plus les vêtements, donc aucune chance de trouver de l'ADN. Pourquoi on détruit les scellés dans ces cas-là ? Alors là, dans le cas de l'espèce, c'est une erreur, c'est une erreur de la justice, elle a commis une erreur, et ça n'a fait que démontrer, si tel était besoin de le démontrer, la légèreté qu'avaient de nombreux tribunaux dans la gestion assez obscure des scellés, dont on ne connaît plus le nom, on ne sait pas comment ils sont conservés, on ne sait pas leur pertinence. Donc, ces scellés ont été détruits suite à une erreur, une fuite d'eau. La personne qui gérait ce local a pris sur lui, vu l'ancienneté de l'affaire, de les prendre et de les jeter à la benne, ce qui était une grosse erreur et qui condamnait quand même à l'oubli une affaire qui aurait pu être résolue grâce à des méthodes beaucoup plus récentes. D'ailleurs, lorsque je m'engage sur ce dossier-là, compte tenu de cette suppression d'éléments précieux à l'enquête, je parie pas un centime sur la résolution de l'affaire. Moi, j'y vais uniquement pour fournir une enquête jusqu'au bout, fidèle dans sa motivation, et pour montrer que les victimes ne sont pas méprisées, qu'elles ont le droit au même traitement en qualité de victimes que les affaires impliquant des familles de notables. Puisque les parents de Christelle, notamment sa maman, se considéraient comme des petites gens dont personne n'avait rien à faire. Donc c'était ça aussi mon cahier des charges. Il y a aussi l'autre Christelle Blétry, 20 ans retrouvée poignardée à plus de 100 reprises en 96. C'est une analyse, cette fois-ci ADN, oui, qui a permis de confondre Pascal Jardin. Comment on travaille avec les familles de victimes ? Tu parles du syndrome vicariant. C'est une forme d'identification profonde à la souffrance des familles. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors effectivement... Déjà, je me suis investi auprès des parents de Christelle Maïri, donc sa maman, puisque son papa est mort avant que je reprenne le dossier, et puis la maman de Christelle Blétry, pareil, son papa Gilles nous avait quittés avant que je reprenne le dossier, parce que déjà, je partais du principe que l'institution avait été défaillante. Donc moi j'estime qu'en étant son premier représentant sur le terrain en contact des familles, j'ai un devoir de transparence, un devoir d'honnêteté. Donc lorsqu'on n'a pas été bon, il faut le reconnaître. C'est le préalable déjà à la confiance. C'était l'une des premières fois que je me trouvais dans une situation aussi inconfortable. Parce qu'on a beau avoir une carte bleu-blanc-rouge, une arme de service, et puis les meilleures intentions du monde, on n'en demeure pas moins un homme. Et on représente des fois une institution qui ne fait pas ce qu'elle doit faire. Voilà, et je pense que la société doit le reconnaître. On ne doit pas en avoir honte dans la mesure où on le reconnaît. Donc il y a déjà ça. Deuxièmement, c'est des familles qui ne voulaient plus entendre parler de mon service. Ils ne voulaient plus entendre parler de la PJ de Dijon. Ils voulaient qu'on soit dessaisi au profit de la gendarmerie nationale. Donc là, j'étais un peu comme un coq au sommet de son tas de fumier. Je voulais absolument marquer mon territoire et dire non, la PJ, on a la possibilité de le faire. Il y avait une expérience certaine dont je pouvais me prévaloir, le fruit de mon expérience au Quai des Orfèvres. Et j'entendais bien mettre ça en application. Et d'ailleurs, elles m'attendaient au tournant. Mais vous allez faire quoi de plus ? Et je leur ai dit déjà, m'occuper de vous et garder un contact. Donc, j'ai gardé un contact étroit avec les familles des victimes pendant toutes les années d'enquête, au rythme d'une fois à peu près toutes les 3 semaines, soit un mail, soit une visite, soit un coup de fil. Et bien sûr, comme je n'étais pas entièrement dédié aux affaires anciennes, j'étais soumis à une actualité parfois brutale et imprévisible lorsqu'un nouveau meurtre se produisait. Parfois, ce que j'avais projeté de faire et dont j'avais plus ou moins tenu au courant ces familles de victimes était ajourné, repoussé. Et je les appelais, à chaque fois, je leur expliquais. Ce n'est pas parce que je respecte pas ma promesse, ce n'est pas parce que de nouveau on vous oublie, c'est parce que j'ai une actualité qu'il faut que je gère. Et à chaque fois, elles l'ont bien compris. Donc j'ai gardé cet engagement-là. Et bien évidemment, lorsque tout se passe bien, ça roule. Mais lorsque ça se passe mal et qu'on est investi d'un pouvoir et qu'on n'arrive pas à solutionner l'injustice que des gens qui sont des gens courageux, qui sont des gens qui sont socialement faibles et tout, quand vous n'arrivez pas à faire votre métier, vous endossez inconsciemment la souffrance des gens. C'est ce qu'on appelle le syndrome vicariant ou syndrome de substitution. Voilà. Et donc, vous êtes comme une éponge sèche qu'on jette dans un seau d'eau froide, vous absorbez toute la souffrance des gens. Et c'est vous qui en pâtissez. Et d'ailleurs, c'était le cas, c'est le premier chapitre de mon livre. Je m'effondre à 44 ans d'un infarctus, juste après mon divorce, avoir perdu donc mon premier mariage, mes enfants et ma maison.
Parce que tu t'es investi... Totalement, corps et âme, parce que je ne sais pas faire autre chose. Et la plupart des policiers sont comme ça. Et c'est parce que justement, on ne les laisse pas faire leur travail qu'ils souffrent. Comment tu vis le moment de bascule quand ces 2 cold cases sont résolus? Comment on vit ce moment-là? Quel sentiment on éprouve quand on retrouve les 2 coupables? Alors, ça s'est passé en 2 temps. J'ai commencé déjà par le plus compliqué des 2 dossiers, c'est l'affaire Maïri, parce que j'en étais le directeur d'enquête. À l'époque, le directeur d'enquête de l'affaire Blétry, c'était mon binôme dont je parle beaucoup dans le livre, qui s'appelle Christophe, qui était un très bon policier qui est maintenant à la retraite et qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur par notre hiérarchie à l'époque des faits. Donc j'ai commencé par solutionner l'affaire Maïri, notamment avec son aide. Il m'accompagnait absolument partout, avec confiance. Et lorsque j'ai réussi ce dossier-là et que la chambre de l'instruction a décidé que je reprendrais l'affaire Blétry et que cette même autorité a décidé d'ouvrir les cordons de la bourse pour délivrer plus de 200 000 € pour des nouveaux tests ADN dans l'affaire Blétry, je savais que si je réussissais ce dossier-là, on ne pouvait pas parler de chance. On ne pouvait pas parler de hasard, et donc j'ai eu une pression énorme sur les épaules. Donc, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, je l'ai très très mal vécu, pour la bonne et simple raison que je n'ai absolument pas été soutenu par ma hiérarchie. Tant et si bien que lorsque j'ai terminé ce deuxième dossier-là, l'affaire Blétry, et qu'on a procédé à l'interpellation de Pascal Jardin dans les Landes en septembre 2014, une fois que les caméras se sont éteintes, que les micros ont été rangés, il a fallu faire le ménage, c'est-à-dire faire tout le reste de l'enquête, ce qu'on appelle la queue de commission rogatoire. Et là, je me suis de nouveau retrouvé tout seul. Voilà, j'avais tiré les marrons du feu, mon institution s'était fait briller, mais derrière, pour faire la vaisselle, vous êtes tout seul avec la gueule de bois et c'est à vous de ranger la salle des fêtes. Et là, je l'ai très 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 mal vécu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter, parce que rester pour faire des dossiers difficiles, c'est une chose, c'est un sacrifice humain, c'est lourd de conséquences, j'en ai payé très fortement le prix, mais ne pas être soutenu par mon institution, c'est carrément invivable. T'en parles dans ton livre et c'est ce que tu déconstruis aussi, c'est l'image du grand flic enquêteur qui met sa vie intime de côté, son couple, mais qui en est un peu fier. C'est aussi une masculinité un peu qu'on retrouve dans les séries, quoi. Ce côté grand flic enquêteur qui se dévoue corps et âme, mais sans culpabiliser à des affaires. Pourquoi t'as voulu déconstruire un peu cette image un peu cliché du grand flic, justement? Justement parce que l'opinion publique, elle est saturée par cette image d'une masculinité virile de la police qui consiste pour l'essentiel à constater les infractions, rechercher les auteurs et faire l'usage d'une force, voire même d'une violence qui serait autorisée par la loi. Or, ce n'est que 10% de l'activité policière. La plupart du temps, on pourrait parler de mes collègues qui interviennent sur les violences conjugales ou qui font une garde statique devant une ambassade ou alors qui donnent de la soupe, comme c'est le cas à la BAPSA avec les sans-abri les soirs dans la rue de Paris quand il fait froid. On est tous, y compris nous, policiers, inféodés à une doxa policière, c'est-à-dire une image extrêmement orthodoxe de ce que doit être un policier. D'ailleurs, même au niveau du concours, on recrute les gens, l'institution recrute les candidats comme étant déjà quelque part policiers avant d'être policiers. Ils sont formés comme ça, et le problème, c'est qu'on les déracine dans la vocation qui était la leur ab initio, au départ, pour les confronter à des missions qui ne leur reviennent pas du tout et pour lesquelles, à la limite, ils n'auraient pas postulé. Et moi, le problème, c'est que moi, je suis dans la catégorie des flics hétérodoxes. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'humanité qui est au cœur de tout. Mon arme, si je pouvais m'en passer, je la laisserais à la maison. Moi, c'est penser qui m'intéresse. Moi, c'est réfléchir, c'est parler avec les gens, c'est comprendre, c'est prendre de la hauteur, c'est prendre un pas de côté. Et dans le cadre de l'homicide, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est envisager une enquête avec un bon sens paysan et remettre l'humain au cœur de l'équation. Donc à partir de là, moi j'ai toujours été en décalage. Et c'est important parce que dans une société comme la nôtre qui ne cherche qu'à créer des ruptures sociales, voilà, on lève les gens les uns contre les autres, alors on parle de racisme systémique, on parle de violence systémique. En face, on s'amuse à stigmatiser toutes les personnes qui sont issues de l'étranger. Moi-même, je suis fils et petit-fils d'immigrés. Je suis serbe et russe par mon père, je suis kabyle et français par ma mère, j'ai un prénom juif avec un nom ukrainien. Voilà, et moi j'ai grandi avec des Portugais, j'ai grandi avec des Maghrébins et tout. Donc c'est important de souligner que la police est à l'image de sa société,
Donc si dans la société il y a toutes les couleurs, dans la police il y a toutes les couleurs. Donc il y a des gens absolument de sensibilité différentes, et la majorité des policiers que je connais ne sont pas des gens violents, ne sont pas des gens racistes, ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, l'humanité chevillée au corps. Je vais te faire écouter un extrait, Oui. parce qu'on va parler maintenant des moyens aussi qui sont alloués à ces enquêtes. Je vais te faire réagir sur cet extrait-là. M6 se mobilise avec la police, la gendarmerie et la justice pour lancer un appel à témoins. J'ai juste une chose à dire, c'est que je veux retrouver mon petit garçon. À la suite de la première émission, une affaire a connu son dénouement. Et cette fois encore, vous avez peut-être des informations qui pourraient tout changer. Ensemble, nous pouvons aider à retrouver Mathis Joanneau. Alors nous vous donnons rendez-vous pour une mobilisation exceptionnelle dans Appel à témoins. Alors, c'est un extrait d'Appel à témoins, une émission de télé diffusée sur M6 en direct. Pas tous les ans, d'ailleurs. Là, c'est une émission du 7 juin 2021 présentée par Julien Courbet. Chaque épisode se consacre à plusieurs affaires criminelles non élucidées et permet aux familles de victimes d'apporter leur témoignage. L'émission, elle est construite en partenariat avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Et les téléspectateurs, ils peuvent appeler ou envoyer des mails. Il y a un numéro vert qui est mis en place. Moi, ça m'interroge parce que quand on en vient à mettre en place un numéro vert sur M6, on se demande si on n'est pas un peu en rate de moyens au niveau des cold cases. Est-ce que, selon toi, cette émission-là, par exemple, elle raconte quelque chose de ce manque de moyens qui sont alloués aux affaires criminelles? Alors oui, je ne peux que te confirmer cela, mais ça confirme aussi le pacte social qu'il y a entre la société française et sa police, qui est diamétralement opposé d'un point de vue sociologique à ce qu'on peut voir dans les pays anglo-saxons, notamment avec le community policing, qu'on va rencontrer notamment en Angleterre, où les citoyens sont partie prenante dans l'activité policière. Mmh. Et du coup, l'image du policier est complètement différente, puisque c'est quelque part un petit peu le délégué de classe, le policier. C'est un petit peu l'élu de la société, qu'on n'hésitera pas, d'ailleurs, parce que son image et son approche sont complètement différentes, à envoyer sur la voie publique sans armes. Et les jeunes policiers anglais, lorsqu'ils sont formés, qu'ils font leur premier pas sur la voie publique, ça arrive beaucoup plus tard dans la scolarité, ils y vont tout seuls. Et ben c'est la même chose en France. On a ce problème-là. On ne sait pas travailler en collaboration avec la société française. On a l'impression qu'on les dresse l'un contre l'autre. C'est un petit peu l'image de ce que je te disais un petit peu plus tôt dans ma conversation. Donc oui. Pour moi, les appels à témoins, c'est une bonne chose. Je ne suis pas un excité du bocal qui ira jeter une omerta glaciale sur les activités policières, qu'elles soient d'un point de vue d'ordre public ou judiciaire. Et des gens comme Jacques Dallest, le procureur général de Grenoble, qui est assez avisé sur la question, défendra la même position que moi. Il y a des journalistes qui font très bien leur travail. Et oui, quelque part, ça dénonce un manque de moyens que l'on a. Et moi, je suis tout à fait ouvert à ce genre d'appel à témoins, pour peu que ça soit fait dans les règles, dans le respect d'un secret de l'enquête, puisque malheureusement, toute information qui est dévoilée sur le terrain pourra avoir des répercussions sur le passage aux aveux. Je m'explique. Lorsque j'ai arrêté Jean-Pierre Murat, donc celui qui a été condamné pour le meurtre de Christelle Maïri, comme dans tous les cold cases que j'ai pu reprendre, j'ai toujours fait une revue de presse exhaustive, radio, télévision, journaux papier, pour savoir quelles ont été des enquêtes qui ont été diligentées, la part d'ombre et la part de lumière, ce qui était encore secret auprès de l'opinion publique lorsque j'ai interrogé Jean-Pierre Murat, parce que lorsqu'il est venu à me dire des choses qui n'avaient pas été relatées par voie de presse et qui ne pouvaient être connues que par le policier ou par le meurtrier, effectivement, ça a fait mouche. Dans le récit qui précède notre entretien, je raconte aussi parfois qu'on élude, les enquêteurs vont mettre de côté le côté sériel parfois de certains crimes. On l'a vu par exemple avec l'affaire Nordal-Lelandais qui a beaucoup interrogé, avec certaines disparitions dans la même région, dans l'Isère, et puis avec aussi des victimes qui n'ont pas la même typologie, si je puis dire. Et on voit aussi qu'il y a des tensions entre certaines juridictions, entre plusieurs parquets. Il y a aussi des tensions entre gendarmerie et police. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce manque parfois de coopération entre ces services? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Alors, sur la sérialité, c'est quelque chose déjà qui ne peut être déterminé que par des spécialistes. On entend par sérialité plusieurs faits qui peuvent ne pas du tout se ressembler, à savoir dans le mode opératoire, c'est la façon dont la personne a été tuée, le profil
l'endroit, le type d'endroit dans lequel la personne a été découverte, si elle a été tuée sur place, si elle a été déplacée, mais elles peuvent impliquer un seul et même auteur. Et la sérialité, effectivement, ne peut être déterminée que par des gens qui sont parfaitement au fait du problème de la sérialité. Alors, dans le déni de sérialité, il peut s'entendre lorsqu'il y a eu un manquement dans l'enquête. Des enquêtes qui auraient dû être faites, des vérifications qui auraient dû être faites. Je pense à Estelle Mouzin, tout oui, de suite. Oui, bien sûr, mais bien sûr, il y a des trous dans la raquette, et à commencer par l'affaire du petit Grégory. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors, bien évidemment, personne n'est infaillible. Mais ce qui est inadmissible, c'est qu'on refuse de le reconnaître. Et à ce moment-là, le déni de sérialité vient pour cacher un petit peu la poussière sous le tapis. Mais on connaît aussi sur la sérialité un autre effet pervers qui est celui de tenter de mettre en avant une sérialité pour justifier la non-résolution de plusieurs meurtres. Comme moi, j'ai connu dans l'affaire des disparus de la 6. Oui, qui était regroupé derrière cette appellation-là. Exactement. Et d'ailleurs, on s'est dit, forcément, et ça, c'est une sorte de gimmick insupportable, lorsqu'on ne réussit pas à élucider plusieurs dossiers, c'est pas la faute des enquêteurs, c'est soit parce que on n'a pas eu de chance, ou alors on est confronté un génie du crime qui a réussi à mettre, grâce à sa maestria, à mettre plein d'enquêteurs chevronnés sur la touche. Et encore une fois, ça relève de l'hypocrisie. En 2022, un pôle national Cold Case a été créé au parquet de Nanterre. Est-ce que tu peux, pédagogiquement, nous expliquer en quoi il consiste et qu'est-ce que ça change, en fait, pour les enquêteurs ? Je vais te noyer avec un acronyme, le PCSNE, le pôle des crimes sériels et non élucidés, voilà, qui a vu le jour à Nanterre. C'était un an avant la sortie du livre, donc c'était le 1er mars 2022. Alors, qu'est-ce qui se passait avant ? Donc, tu avais des meurtres qui tombaient au point mort, et tu avais des magistrats dans les juridictions, donc les tribunaux de province, qui avaient ces dossiers couverts de poussière dans leur placard. Bon. De temps en temps, on avait des magistrats un petit peu plus chevronnés ou un petit peu plus investis que les autres qui se remettaient dessus, trouvaient quelques enquêteurs qui acceptaient de faire un boulot un petit peu de moine. Et puis malheureusement, les magistrats soit étaient en congé prolongé, soit étaient appelés à d'autres fonctions dans le cadre d'une mutation, et puis on avait une déperdition de la mémoire de l'enquête. Voilà. Mais le problème des cabinets d'instruction en province, c'est que ces pauvres magistrats sont complètement blindés de dossiers. Ils en ont des centaines et des centaines, dans toute matière confondue. C'est pas uniquement des homicides, il peut aussi avoir des atteintes aux biens, il peut avoir de la délinquance économique et financière, voilà, et du terrorisme ou autre chose. Le fait est, c'est que on a pensé à juste titre, et d'ailleurs il faut absolument applaudir cette initiative, c'est que c'est quand même mieux, puisque moi je l'ai testé comme enquêteur, lorsqu'on n'a que ces dossiers-là à s'occuper. La difficulté qui était la mienne et que je dénonce dans mon livre, et c'est une situation qui n'a pas changé, c'est que la plupart des policiers, à une ou deux exceptions près, puisqu'on a en gendarmerie et en police de rares services qui ne s'occupent que des crimes non élucidés, crimes anciens, on est tous soumis à une actualité brutale. On n'a pas cette exclusivité de mission, donc on doit faire ça plus le reste. Donc quand on a peu de chance d'élucider une affaire, c'est humain, on l'a fait un petit peu au fil de l'eau. Donc on a décliné ça pour les magistrats, donc on a voulu créer cette entité de magistrats à Nanterre. Donc il y a 3 magistrats de l'instruction, donc ils vont travailler sur commission rogatoire. On a 3 magistrats du parquet qui vont travailler en préliminaire, sur un rapport environ de 85% d'instruction sur 15% de préliminaire avec les magistrats du parquet. Le souci, c'est que lorsqu'ils ont mis ça en place, avec des gens comme Jacques Deleste, avec qui j'ai participé à son travail en écrivant un article qui est paru dans les cahiers de la sécurité et de la justice, qui s'appelle « Cold Case, laissons sa chance à l'espoir », qui m'a valu pas mal de réprimandes de la part de mon institution, puisque je disais un petit peu ce que je pensais. On militait, lui et moi, pour la création de pôles à travers la France. D'accord. De 8 ou 9. Quelque chose qui ne soit pas centralisé. Voilà, pas centralisé. Bon, il y a des gens qui en face, et notamment certains avocats, certains magistrats, qui ont préféré faire uniquement un pôle à Nanterre, au motif qu'ils préféraient un pôle qui fonctionne plutôt que 9 pôles qui ne fonctionnent pas. Le deuxième problème, ça a été de déterminer combien on avait de cold case en France, ou considéré comme tel, puisqu'un cold case n'était pas déterminé comme ça par la loi. Le terme, il a fallu
la notion de crime ancien dit crime non solutionné, il a fallu le déterminer dans la loi. C'était qu'un crime parmi d'autres, qui était ancien. Voilà, c'était le seul détail qu'il avait. Alors combien ? 250 selon les autorités, 500 selon certains magistrats, plus d'1 millier selon certains avocats. Voilà. Mais le fait est, c'est que sur environ 250 dossiers identifiés comme tels, seulement une centaine ont pu être attribués à Nanterre. C'est déjà énorme. Ils ont déjà fait un travail qui est formidable. Je connais beaucoup de magistrats dans ce pôle. Ce sont des magistrats qui sont chevronnés, qui sont des gens courageux. Tu parlais de Corinne Herman tout à l'heure. Alors, Corinne Herman qui est avocate, mais il y a Nathalie Turquet. J'ai travaillé sur des commissions rogatoires de Nathalie Turquet lorsque j'étais jeune policier au Quai des Orfèvres. Il y a Sabine Kéris, qui est la première présidente à l'instruction. Mais ce sont des magistrats qui, malgré leur bonne volonté, ne pourront pas tout traiter. Donc, on va être obligé d'en faire d'autres, des pôles. Voilà. Mais surtout, c'est que ces familles ont de nouveau eu l'espoir que leur dossier puisse de nouveau être abordé par la justice lorsqu'on a créé ce pôle. Donc ils ont demandé à ce que ça puisse partir. Certains magistrats de province ont fait de la rétention, ils ont freiné les cas de fer, ils ne voulaient pas les lâcher, pour des raisons qui les regardent, et sur lesquelles je ne me permettrai pas de me prononcer. Puis d'un seul coup, le procureur de Nanterre a dit top, on stoppe la voilure à une centaine de dossiers. Donc on a créé une nouvelle perdition, une nouvelle souffrance pour les familles des victimes. Avec cette hiérarchisation... C'est ça, c'est-à-dire il y a une hiérarchisation de l'importance des dossiers. Avant, ils étaient en concurrence avec les dossiers nouveaux. Maintenant, on a mis les familles des dossiers anciens en concurrence entre elles. Donc il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi le dossier de telle famille qui attend comme moi depuis 15 ans, il est parti à Nanterre, et pourquoi le mien, il est resté sur le bord de la route. Donc ça, spécialité française, on aime bien créer des mots nouveaux, à la base, avec la volonté de vouloir les solutionner. Avant de passer à ta recommandation culturelle, c'est quoi le cold case que tu rêverais d'élucider ou que tu aurais rêvé d'élucider? Alors, sans oublier le fait que maintenant je ne travaille plus en matière criminelle, puisque moi je suis le chef de la brigade financière et des étrangers du commissariat de Chalon-sur-Saône. Pour moi, les cold cases, c'est des enseignements dans les écoles spécialisées ou des conférences à droite et à gauche ou sur les plateaux télé, notamment sur BFM. Moi, c'est l'affaire du petit Grégory, parce que c'est un petit bout de chou de 4 ans, et puis c'est une affaire qui, à l'instar de l'affaire Maïri, lorsque je me suis attardé sur ce dossier-là, voilà, c'est les carbones des machines à écrire, c'est les photos en noir et blanc. Il y a ce côté suranné, voilà, qui me touche beaucoup. Alors pour finir, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle sur le thème justement des cold cases, de l'enquête, un livre, un film, un docu ou toute autre chose à conseiller aux auditeurs? Alors spontanément, je te répondrai 2 choses. La première, je vais faire de la pub pour une excellente école privée qui a ouvert ses portes il y a 2 ans. On en est à la 2e promotion, qui s'appelle l'EFSC, l'École française des sciences criminelles. Donc il y a un site, l'EFSC, qui est situé à Salon de Provence et qui propose une formation sur 2 ans. Pour tout connaître sur la criminologie, avec des intervenants dont je fais partie. J'interviens sur les premières et 2e années, sur le thème justement des cold cases, mais il y a des magistrats, il y a des médecins légistes, il y a des avocats, il y a des policiers techniques et scientifiques. On peut soit s'engager sur le cursus de 2 ans, quel que soit le niveau scolaire, quel que soit l'âge. J'ai des retraités, j'ai des étudiants en droit, j'ai des étudiants en psychologie, j'ai des mécaniciens automobiles, voilà. Tous ceux qui sont passionnés par ça, l'équipe est formidable. Il y a François, Aurore et Marjorie qui sont les 3 fondateurs, qui sont des passionnés et des psychologues cliniciens assermentés à la Cour d'Aix-en-Provence, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui sont des gens déjà adorables et passionnés par ce qu'ils font. Donc il y a une très bonne ambiance et l'enseignement est de qualité. Et la deuxième chose, c'est l'association AVAN, l'association d'aide aux victimes des affaires non élucidées. Pareil, ils ont un site internet dont je suis membre d'honneur avec Didier Seban, avec Jacques Dallest, j'y suis avec aussi Gilbert Hill, le juge, et puis Cathy Richard, l'avocate. Nous sommes 5 membres d'honneur. Alors, on aide les juridictions dans les études des dossiers, on aide les familles des victimes pour les orienter dans leur parcours judiciaire, et il y a aussi un pôle de passionnés pour tout ce qui est criminologie, et donc là, vous pouvez poser toutes les questions, vous aurez des spécialistes qui soient donc juristes, avocats, médecins légistes qui pourront répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Raphaël Nedilko. Je rappelle le titre de ton livre, L'Obstiné. Qui sera adapté sur TF1. Voilà. Énorme scoop. Et voilà. Qui est sorti en poche chez Point, c'est ça, en janvier dernier. Et qui sera bientôt adapté en roman graphique. Parfait. Merci beaucoup à toi en tout cas. Merci pour ton invitation. Bonne journée.